Après vous avoir décrit un Gauguin tel que les postmodernistes l'ont décrit en déconstruisant le discours moderniste en disant « Attends, votre génie authentique, original et primitif, c'est un colon qui abuse des jeunes filles, c'est un misogyne dont l'authenticité et l'originalité est à revoir. » Maintenant, je vais vous présenter la troisième version qui est la révision des années, la fin du 20e, pardon, entre les années 1995 et aujourd'hui, où on a découvert, grâce à nos recherches d'ethnographes, ce que Gauguin a pu être, et vous allez voir, ça peut être quelque chose d'extrêmement différent. Revenons à ce que je vous disais à propos de la psychanalyse. Quand on cherche un paradis perdu, on recherche non plus le désaveu de l'autre, on ne cherche plus à se définir par opposition à l'autre, on cherche ce rapport fusionnel avec l'autre. À la fin du 19e siècle, il y avait ce qu'on appelle la guerre des sexes entre les hommes et les femmes, des femmes fatiguées et anaboliques qui n'avaient pas le droit à une vie physique, et puis d'autre part ces hommes qui étaient de grands clients de la prostitution fin 19e, qui étaient cataboliques et rationnels. Il y avait une différence colossale entre l'homme et la femme, donc un désaveu de l'un par l'autre important. Peut-être qu'en allant rechercher un rapport fusionnel avec un paradis perdu, on pouvait effectivement mettre fin à cette guerre des sexes. Je vous ai dit que quand Gauguin arrivait en 1891 à Papeete, il arrive dans un pays colonisé et dont les mœurs et surtout les croyances ont été presque effacées depuis les premières missions protestantes installées en 1797, sauf erreur, par les Anglais. Et pour retrouver les mythes maoris, le culte maori, il va passer par un livre, celui de Jacques-Antoine Morenhout, écrit en 1837. Ce qui veut dire que déjà, Morenhout écrit sur le culte maori, c'est-à-dire les anciennes croyances des Polynésiens, alors qu'elles sont déjà en voie avancée de disparition. On est en 1837, ça fait déjà plus de 40 ans que les missionnaires et protestants et catholiques œuvrent à cette éradication des croyances païennes. Alors, évidemment, il continue à copier, c'est un véritable verbatim, c'est-à-dire qu'il copie presque mot pour mot les textes sur les croyances anciennes de Morenhout. Il va les copier dans ce texte, dans ce livre, ce manuscrit, l'Ancien culte maori que vous avez ici, qui est un livre magnifique qu'il va décorer avec de nombreux dessins. Et ici, il termine, son nom, c'était le nom de la jeune fille, Véromati. Véromati faisait partie de cette société qu'on appelait alors les Araoi, dans l'ancienne société maori, c'est-à-dire l'ancienne société polynésienne. C'était des privilégiés qui étaient choisis, toutes castes confondues, pour avoir une relation particulière avec les dieux en particulier, avec les dieux polynésiens. Et Véromati, qui était une femme superbe, aurait été visitée par les sœurs du roi Oro qui lui demandaient d'être sa vainée, c'est-à-dire son épouse, et elle dit « Oui, mon nom est Véromati ». Vous la retrouvez ici, Véromati, son nom est Véromati, donc elle accepte d'être la vainée du dieu Oro. Alors bien sûr, vous avez la construction à la japonaise avec ce plan coupé sur le roi Oro qu'on reconnaît à son attribut de la couleur rouge qui est son linge autour des hanches. Bien sûr, vous avez une construction à la japonaise en bas également avec un premier plan coupé. Quelqu'un m'a dit oui, d'ailleurs, il reprend aussi Cézanne, c'est plus des pommes, c'est des mangues qui sont rouges et vertes. Pourquoi pas, on retrouvera ça avec les bananes tout à l'heure. Vous avez un portrait d'une femme licencieuse à la parisienne qui fume, présentée dans une position de hiéroglyphe, le buste de face, la tête de profil, mais vous avez d'autres éléments qu'il a appris en se mettant à l'école de Morenhout et en découvrant le culte, parce que vous avez ce mur, ça s'appelle un marae. Les Polynésiens ne construisaient pas de murs, de maisons avec des murs en pierre, ils les faisaient pour délimiter un espace sacré. Et on nous raconte qu'un jour, il en avait vu un presque détruit, qu'il invite un certain nombre de Polynésiens à un rendez-vous pour reconstruire ce mur et à peu de choses près, il s'est retrouvé tout seul.
personne n'est venu l'aider. Derrière, vous avez un tiki. Les tikis, c'était dans cette cosmogonie polynésienne des êtres qui étaient en bas de l'échelle des divinités, qui étaient mi-organiques, mi-inorganiques, qui avaient des grosses têtes, un petit estomac rond, des bras et des jambes filiformes repliés. Il va également peindre la graine d'Aréoïs. Elle annonce au dieu Oro qu'elle est enceinte, qu'elle est donc fertile, et elle présente cette petite graine qu'elle a dans la main ici, avec le sol rouge qui est l'attribut du dieu Oro. Il peint également, toujours découvert dans ce livre qu'il est allé un jour plus ou moins payer pour acheter le livre de Moronhout. On dit qu'il avait vendu à Goupil son revolver et en échange il lui avait prêté le tome 1 et le tome 2 de Moronhout. Donc grâce à ce livre qu'il reprend dans son culte maori, il va également nous peindre Ina et Tefatu, qui sont les divinités de la lune et de la terre. Et puis il va faire un travail qui me semble très intéressant. En 92, donc il est à peine arrivé, ça fait peut-être 6 mois, 8 mois qu'il est arrivé à Tahiti, il va sculpter cette idole à la coquille. Alors qu'est-ce que je vois quand je vois cette idole à la coquille? Je vois des grandes oreilles qui me rappellent Bouddha. Je retrouve la position du mudra de Bouddha. Je retrouve de Bouddha la position de lotus. Et puis, autour de la tête, un des attributs de Bouddha qui est un nuage. Regardez ici, vous avez donc cette sculpture. Il avait peut-être également cette frise de Borobudur, celle-ci ou une autre. On sait qu'il disposait de photographies de Borobudur, où vous retrouvez un Bouddha ici avec le nuage autour de la tête. Et ici, je vous ai mis une photo récente de la frise de Borobudur, où vous voyez le Bouddha en position de lotus, avec cette position du mudra des mains repris dans cette sculpture. Donc c'est un Bouddha ici. En même temps, je vous dirais que cette coquille que l'on voit bien de profil renvoie au dieu fondateur de la cosmogonie polynésienne. C'est le dieu fondateur de l'univers et des hommes polynésiens qu'on appelle Taharoa. Taharoa aurait été dans une coquille, il a trouvé l'espace trop petit, il l'aurait éclaté et à partir de là aurait construit l'univers. Il est accompagné de chaque côté de ces petits personnages qu'on appelle donc les tikis, qui sont repris aux arts polynésiens et en particulier aux arts marquisiens. Et puis si vous regardez, il a un collier polynésien, il a des dents incisées à la manière des guerriers marquisiens, et puis il est tatoué. Il est tatoué ici, ainsi que ces personnages qui sont tatoués ici. Ce sont des tatouages qu'il a repris aux guerriers marquisiens qui sont en forme de cercle. Ce qui fait que cette sculpture est à la fois un Bouddha, est à la fois le dieu fondateur, Taharoa, des Polynésiens. Et ça tombe bien parce que ces tatouages ressemblent en plus à la roue de la vérité bouddhiste. À l'époque, il y a quelque chose qui est en vogue qu'on appelle la théosophie. La théosophie, c'était la grande mode de l'ésotérisme et du spiritualisme qui était fondée par une certaine Madame Blavatsky qui écrit Isis dévoilée entre autres, qui a un grand succès. C'est une société qui est créée aux États-Unis et ensuite en Europe. La plupart des symbolistes font partie des grands théosophes. C'est assez folklorique, en particulier autour du Tsar Péladan, qui est un des grands gourous, on peut dire, du symbolisme. Kandinsky, plus tard, est très influencé par la théosophie. Il y a toute une école de théosophie à Munich, etc. Qu'est-ce qu'il y a derrière de cette théosophie? Il y a l'idée d'une fusion, justement, de toutes les religions, en particulier des religions hindoues et bouddhistes de Madame Blavatsky. Il y a cette recherche de fusion des religions qu'il est en train d'appliquer finalement ici. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait être en conflit avec l'autre en affirmant sa personnalité par le désaveu de l'autre. Et puis il y a la possibilité d'être en fusion, avoir un rapport fusionnel avec l'autre. C'est l'idée du paradis perdu ou de la fusion initiale utérine avec la mère. Eh bien, ici, vous avez une fusion des religions, le refus du conflit religieux. Chez Madame Blavatsky, il y avait un autre élément, c'était la fusion des sexes, c'est-à-dire la figure de l'androgyne.
L'androgyne, on le verra quand on étudiera au semestre prochain, quand on fera anarchie sexuelle, était la figure esthétique par excellence de la fin de siècle européenne, chez les Anglais comme chez les Français, comme chez les Allemands. La figure esthétique idéale chez la femme était une femme masculinisée, chez l'homme c'était un homme féminisé, c'est-à-dire des figures androgynes où il n'y a plus cette guerre des sexes finalement. Or ici, regardez, vous avez un Bouddha, la position du lotus et d'autre part le mudra, l'œil sur le front de Bouddha. Cet œil est une perle, ce qui en fait en même temps Taha-Roa, dont l'attribut est la coquille ou la perle. Il a les traits d'un Tahitien, ou plus exactement cette fois, d'une Tahitienne qui porte les cheveux longs. Les Tahitiens hommes n'avaient pas les cheveux longs. Et un début, un soupçon de poitrine. Donc non seulement vous avez une fusion entre deux religions, la religion polynésienne représentée par Taha-Roa d'une part et d'autre part par Bouddha, mais en plus vous avez une fusion des sexes à travers des dieux masculins qui ont un corps féminin. Il va d'ailleurs lui-même masculiniser le corps tahitien. Regardez cette femme qui semble avoir depuis peu accouché. Le sein, pour être une femme prête à allaiter, est plutôt atténué. Et regardez ce visage, il est masculin. Quand vous regardez ces fameuses Èves tahitiennes, alors c'est une Ève qui est tentée non plus par un serpent mais par une salamandre aux ailes rouges. Il y avait des oiseaux aux ailes rouges dans la cosmogonie et dans la croyance tahitienne, qui est en train de cueillir non plus une pomme, mais qui est en train de cueillir une fleur en forme d'œil, cet œil qu'il y a sur la plume du paon. Or, la plume du paon et le paon est un symbole licencieux, de luxure, en partie en Angleterre à l'époque. Donc elle est en train de cueillir le péché, effectivement. Mais si vous la regardez, les cuisses sont particulièrement puissantes, elle est masculinisée, elle est solide par rapport à nos femmes françaises, européennes anaboliques qui étaient toujours fatiguées. Elle est masculinisée, elle est puissante physiquement. Quand vous voyez les femmes tahitiennes sur la plage de Gauguin, même chose, regardez ses jambes, elles sont lourdes, elles sont puissantes. Et on retrouvera cette même logique avec les deux femmes courant sur la plage de Picasso. Il se trouve qu'il écrit dans ce même Noa Noa, il écrit, donc sur ce petit livret que je vous ai lu tout à l'heure, il écrit à propos des femmes, et des hommes d'ailleurs. Chez ces peuplades nues, comme chez les animaux, la différence entre les sexes est bien moins évidente que dans nos climats. Nous acceptons la faiblesse de la femme en lui épargnant les fatigues, c'est-à-dire les occasions de développement. La femme est faible en Europe parce qu'on lui épargne les fatigues. Et donc, on ne lui donne pas la possibilité de se développer. Et nous la modélons d'après un menteur idéal de gracilité. C'est-à-dire que on ne naît pas ainsi, on le devient, parce que les femmes sont élevées de la sorte. C'est ce qu'il est en train d'écrire. Or, on ne naît pas femme, on le devient. Je suis sûre que vous l'avez entendu avant. C'est une citation tellement connue, reprise au IIe siècle de Simone de Beauvoir. Donc là, je fais un saut. Je suis en train de vous dire que ce texte même qu'il est en train d'écrire dans Noa Noa est déjà précurseur d'un texte féministe fondamental qui est le IIe siècle de Simone de Beauvoir. On ne naît pas femme, on le devient. Lorsqu'il va présenter ses tableaux en Europe, il va demander à Strindberg, l'écrivain, d'écrire son catalogue. Et Strindberg lui dit non, non, moi je ne peux pas, vos femmes, vos Èves, ce ne sont pas les miennes. Gauguin répond à Strindberg dans une lettre en commençant par « L'Ève de votre imagination de civiliser vous rend misogyne ». En d'autres termes, moi, les femmes que je connais ici qui sont des tahitiennes, ne me rendent pas misogyne parce qu'on ne les a pas éduquées de cette façon-là. Vous voyez un petit peu comme il est difficile de saisir Gauguin parce qu'il a des opinions diverses. Et puis il ajoute en 1902, dans son texte « L'esprit moderne et le catholicisme », l'institution du mariage qui seule donne le droit au sexe de copuler est une injustice
qui maintient vierges les femmes. Effectivement, les hommes avaient droit à la prostitution. Les femmes dont la fortune ne leur a pas permis de se marier, une injustice et une immoralité. Il est en train ici de défendre la liberté sexuelle des femmes et le droit à la jouissance. Révolution féministe des années 70. Donc vous voyez bien que ce misogyne qui abusait de cette jeune Thea Mana, qu'il fait passer lorsqu'il la peint Manao Tupapao pour une œuvre d'ethnographe, eh bien, il avait aussi des idées bien différentes sur la femme et en particulier sur les femmes tahitiennes. Passons aux hommes maintenant. Quand il débarque à Papette, il a les cheveux longs, il s'est plus ou moins déguisé en cow-boy de Buffalo, il avait une drôle d'idée de Papette. Et quand il arrive, donc avec ses cheveux longs, alors que les Tahitiens, je vous ai dit, ont les cheveux courts, toutes les femmes commencent à faire ta veine, ta veine. Ta veine, ça veut dire homme-femme, homme-femme. On le prend pour un homme efféminé. C'est nouveau, ça. On l'appelle aussi en France un artiste maudit. Or, les maudits, c'était Rimbaud, Verlaine, les peintres homosexuels. Il y a une catégorie d'hommes qu'on appelle les Mahus, dans la tradition polynésienne. Ces hommes portaient des fleurs et étaient efféminés. Ils sont décrits déjà par le mutinier du Bounty à la découverte de Tahiti en 1787, un certain James Morrison. À Tahiti, ils ont des hommes appelés Mahus. Ce sont en quelque sorte des eunuques, mais non castrés. Sans vivre avec les femmes, ils vivent à leur manière, ils s'épilent la barbe et s'habillent comme elles, dansent et chantent avec elles, et sont efféminés dans leur voix. Ils sont en général doués de leurs mains pour peindre, comme Gauguin, et faire des vêtements, les matelas et autres travaux réservés aux femmes, ce qui fait qu'effectivement, quand Gauguin, peut-être s'agit-il ici d'un autoportrait de Gauguin, se présente évidemment dans la couleur du roi Oro, en présence de ces femmes, eh bien, en partageant les activités et en peignant, il a quelque chose d'un Mahut, surtout qu'il porte les cheveux longs. À propos de ces Mahus, un certain Émile Garnier, quelques années avant le séjour de Gauguin, écrit sur les sauvages de Polynésie. Mais une chose nous choque, c'est de voir des hommes couronnés avec des fleurs à la manière des femmes. Cela même. Il est nécessaire de remarquer que les hommes tahitiens sont efféminés, leur gentillesse est plus le signe d'un esprit dégradé plutôt que d'une âme pure, parce qu'on considérait à la fin du 19e que l'homosexualité était une tare physiologique ou psychologique qui pouvait être héritée, mais c'est marqué une tare et on était dégradé. S'ils ne sont plus anthropophages, ce n'est que la peur de nous déplaire qui les arrête, parce que l'on voit bien qu'ils pratiquent des cruautés gratuites, bien plus odieuses que le cannibalisme lui-même. Or, quand on parle de cruauté gratuite, du crime dont on ne peut dire le nom, on fait référence à la fin du 19e, à la sodomie, ce crime condamné à la fin du 19e siècle et qui est un crime d'ordre pénal. Donc, on peut penser qu'effectivement, ces gens en visite à Tahiti sont profondément marqués par le Mahut, qui était d'ailleurs, qui avait un statut particulier, qui pouvait l'être à un moment et ne plus l'être après, qui avait un rôle diplomatique particulier dans ces sociétés. Et il est certainement un modèle finalement d'androgyne. On rêve d'androgyne pour mettre fin à la guerre des sexes en Europe, mais on en rêve dans la littérature et dans la peinture, surtout pas dans les faits. Or, peut-être que Gauguin a connu cette aventure avec un certain Jotéfa. Jotéfa était un garçon avec qui il avait des conversations le soir et qu'il enseignait à la manière d'un éraste. Et le jeune garçon lui dit un jour: « Je vais t'emmener dans la forêt pour couper des arbres, pour avoir un bon bois pour tes sculptures. » Et Gauguin raconte: « Jotéfa marchait devant moi dans la souplesse animale de ses formes gracieuses, androgynes. Était-ce un homme qui marchait devant moi ? » Il le suit et ajoute: « J'eus alors comme un pressentiment de crime, le désir d'inconnu, le réveil du mal, être une minute l'être faible, qui aime et obéit, c'est-à-dire il souhaite être une femme. Je m'approchai sans peur des lois, le trouble aux tempes, mais le sentier était fini, l'homme se retourne, la peur passe, l'androgyne avait disparu, et il se plonge dans l'eau froide du ruisseau. » C'est un petit peu le rite de nettoyage, le plongeon dans l'eau froide, le baptême. Il a échappé
au crime. Donc vous voyez l'ambiguïté d'un Paul Gauguin. D'ailleurs, quand il peint son sorcier qui est d'ailleurs dans un paysage à la Bretonne en 1902, ce sorcier porte une tunique bleue avec ce vêtement rouge, c'est une opposition de couleur, je vous ai dit qu'appréciait particulièrement Gauguin, mais il a les cheveux longs et des fleurs de frangipane. Il est donc ici présenté en Mahut. De la même manière, ce tableau est vu comme un pendant, cette fois dans un paysage exotique. Vous avez un homme, le tissu blanc en général était porté par les hommes, pas par les femmes. Et on se demande pourquoi il en a un autre derrière, comme s'il y avait une double identité. Un autre tissu qui peut être porté d'ailleurs avec ses dessins par les hommes. Mais quelque chose me gêne, il a le cheveu long et un soupçon de poitrine. Là aussi, vous avez une figure androgyne. Je vais donc revenir à notre Manao Tupapao. Pourrait-il là encore s'agir d'une figure androgyne, surtout qu'elle était recherchée par un Gauguin. Gauguin cherche un rapport fusionnel avec les Tahitiens. Il va s'habiller en tahitien, il va chercher leur primitivité plus encore, c'est-à-dire rechercher ce paradis perdu. Et il a peut-être pris un exemple au Louvre sur cette sculpture que vous connaissez peut-être. Si vous en faites le tour, le voici, Hermaphrodite endormi, marbre antique du Louvre, c'est-à-dire cette fusion entre un homme et une femme, phallique et à la poitrine voyante. D'ailleurs, il y a une expression que j'adore à propos de cette sculpture par Lady Townsend quand elle le découvre au milieu du XVIIIe siècle. Elle dit « The only happy couple I ever saw », ça veut dire donc le seul couple heureux que j'ai vu. On a effectivement enfin cette fusion des deux sexes. Alors, pourquoi pas? Pourquoi notre Manao Tupapao ne serait pas cet être moitié homme, moitié femme? Dans Noa Noa en 93, Gauguin écrit « Cette atténuation des différences entre les deux sexes qui, chez les sauvages, en faisant de l'homme et de la femme des amis autant que des amants, écarte d'eux la notion même du vice. » Donc il a retrouvé ce rapport fusionnel entre l'homme et la femme grâce à ces hommes féminisés et ces femmes masculinisées. Il n'y a plus à faire de désaveu de l'autre, il n'y a pas un rapport conflictuel, il y a cette fusion dans une communauté de genre, dans une communauté de culture et une communauté de religion, puisqu'il a fusionné les religions. Il y a là un discours que je dirais post-genré, post-colonial et post-religieux, c'est-à-dire un discours qui s'inscrit si bien dans la mondialisation d'aujourd'hui. Comme avec Manet, je terminerai sur la polyphonie d'un Gauguin. Il est à la fois moderne, il est à la fois ce misogyne, cet inauthentique et ce faux original, et il est également et autant un être qui parle en termes de post-genre, post-colonialisme et post-religieux. Ça n'est pas parce qu'il l'a été l'un après l'autre, simplement la richesse de Gauguin, ses contradictions extraordinaires nous permettent de faire à son sujet des interprétations très conflictuelles et très différentes et polémiques et antithétiques. Je terminerai en disant une chose, lorsque vous allez dans une exposition, que ce soit de Gauguin ou d'un autre grand artiste, chaque exposition est un discours derrière lequel il y a une idéologie. À chaque fois qu'un curateur vous met un tableau à côté d'un autre, les tableaux ils n'avaient pas de nature, n'avaient pas de raison d'être les uns à côté des autres. C'est un discours parmi d'autres qu'on vous sert et derrière il y a des idéologies absolument passionnantes. Et j'espère que cette découverte de Gauguin vous a plu aujourd'hui. C'est fini pour ce soir.